Napoléon en larmes. Napoléon a-t-il pleuré? C'est un point d'histoire qui reste obscur. Ces larmes, je les ai longtemps cherchées dans les ouvrages qui lui sont consacrés. J'ai interrogé les spécialistes. Je suis revenu bredouille. J'ai trouvé du désespoir, des plaintes, des sentiments mièvres, des supplications, de l'abattement, la tentation du suicide, mais de larmes, point. Il a gardé ses yeux au sec. Les eussé-je découvertes, ces larmes, l'idée de m'identifier à Napoléon ne me serait pas venue pour autant. Il faudrait être fou, toqué, brin de zinc, dérangé, pour se comparer à un homme qui n'est intéressant que parce qu'il figure l'exceptionnel, l'inatteignable. Pourtant, il me semble que des larmes auraient ajouté à sa biographie cette note cristalline de sensibilité sans laquelle tout homme, même un héros, n'a pas tout éprouvé dans la gamme des émotions humaines. Ainsi, le Christ a pleuré au mont des Oliviers. Achille est secoué de sanglots quand on lui arrache brisée sa belle captive. Il appelle même sa mère pour qu'elle vienne le consoler. Et il boude sous sa tente comme un adolescent. Pourquoi, après tout, un héros ne pleurnicherait-il pas? Quelle drôle de conception du courage et de la virilité! Il faut de la douceur pour être fort, de la tendresse pour que le courage soit autre chose que de la brutalité. Napoléon est tout en intelligence, en air, en émotion. C'est ce qui sculpte sa personnalité de visionnaire. C'est pourquoi, s'il y a des milliers de brutes, il n'y a qu'un Napoléon. Bonaparte perd étrangement les pédales avec Joséphine. Cette femme, ni très jeune, ni très belle, ni fidèle, a le don de toucher son cœur. Est-ce l'amoureuse experte qui l'a envoûté? Ou simplement est-il amoureux comme le sont les lieutenants dont il a l'âge, même s'il n'en a plus depuis longtemps le grade? Mais le cœur tient-il compte des grades? Pas plus qu'il n'a d'égard pour les situations les moins favorables à ses emportements. Il a sa logique, égoïste, implacable. Et Dieu sait que Napoléon en Italie n'a pas besoin de ces tourments supplémentaires. Il a déjà sur le dos les armées de Wurmser et d'Esterházy. Cette campagne de Lombardie est peuplée de morts, de victoires fulgurantes, mais se complique de tant d'autres batailles sentimentales à l'issue indécise. Et pendant ces nuits, il arrache au sommeil le temps d'écrire des billets brûlants à Joséphine. Il l'attend, il la supplie de venir, il l'implore. Tant de gloire associée à une telle jeunesse, et pourtant une peine immense, insondable. On peut trouver ridicule un homme qui souffre pour une femme, mais c'est qu'on n'a pas souffert soi-même. On s'est privé d'une chance unique de sortir de soi-même et d'une expérience qui, loin d'être une diminution, élargit les bornes de la sensibilité. Rien ne développe mieux qu'un cœur blessé notre capacité à mesurer l'infini du monde. Bonaparte en larmes sur ses cartes d'état-major? Cette image porterait-elle atteinte à sa gloire? Pas plus que la légende du général Boulanger n'a souffert de son suicide sur la tombe de sa maîtresse. Pourquoi les souffrances du cœur cesseraient-elles d'exister à 2 pas des affûts de canon? En Italie, Bonaparte n'est pas seulement abandonné, il est trompé. Seule la gloire lui demeure fidèle. Restée à Paris, rue Chantereine, Joséphine s'amourage d'un bellâtre, Hippolyte Charles, qui se livre avec elle à des commerces qui ne sont pas seulement charnels. Il trafique avec les fournisseurs. Elle l'appelle mon polichinelle. Bonaparte met longtemps à s'apercevoir de son infortune. Ses lettres sont le récit d'un tourment qui s'exaspère. D'abord à la tête de sa pauvre armée de va-nu-pieds, de soldats aux vareuses trouées, dépourvus d'artillerie, il débouche furieusement des sources de la Bormida et du col de Cadibonne. Il trouve la force de Pindariser. Adieu, adieu. Je me couche sans toi, je dormirai sans toi. Je t'en prie, laisse-moi dormir. Voilà plusieurs nuits que je te sens dans mes bras. Songe heureux, mais ce n'est pas toi. Malgré le succès de Montenotte, de Dégo, de Mondovì, après avoir franchi le Pô et l'Adda, conquis le Piémont et la Lombardie, connu la fièvre victorieuse de Lodi, le désespoir le submerge. Sans toi, je ne puis plus être utile ici. Aime qui veut la gloire, serve qui veut la patrie, mon âme est suffoquée dans cet exil. Pourtant, d'autres soucis ne lui manquent pas. Il doit surmonter l'échec de Caldiero. Il harcèle le directoire de demandes de renfort.
Il souffre de la mort de ses compagnons d'armes, la Harpe, Muiron, le capitaine Minerve. Lorsqu'il entre en triomphateur à Milan, son cœur saigne encore de solitude et d'abandon. Sans appétit, sans sommeil, sans intérêt pour l'amitié, pour la gloire, pour la patrie. Toi, toi et le reste du monde n'existent pas plus pour moi que s'il était anéanti. Le jour où tu me diras je t'aime moins sera ou le dernier de mon amour, ou le dernier de ma vie. Enfin, elle le rejoint à Milan, flanquée de Charles. Mais elle ne lui accorde que quelques jours et repart pour une fête à Gênes. Il n'a plus la force de se plaindre. Environné de plaisirs et de jeux, tu aurais tort de me faire le moindre sacrifice. Je n'en vaux pas la peine, et le bonheur ou le malheur d'un homme que tu n'aimes pas n'a pas le droit de t'intéresser. Joséphine le tient par les sens, comme on disait autrefois quand une gourgandine arrachait un homme honorable à l'affection des siens et se faisait épouser. Rien de plus révélateur que ces lettres. La suggestion sensuelle y éclate à chaque page. 1000 choses tendres à toi, ma bonne petite Joséphine, et à tout ce qui t'appartient, sans oublier la petite cousine. Recommande-lui d'être sage. Cette fameuse petite cousine qu'il évoque dans d'autres lettres, l'éditeur de la correspondance prend soin de préciser dans une note de bas de page. On aura compris qu'il ne s'agit pas d'une parente. Bonaparte désigne ainsi ce qu'il appelle aussi souvent la forêt noire. De Vérone, il lui écrit une lettre exaltée. Vivre dans une Joséphine, c'est vivre dans l'Élysée. Baiser à la bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout, partout. Dans son délire jaloux, le sexe de Joséphine devient une obsession. Il conclut les lettres qu'il lui adresse par un baiser au cœur, et puis plus bas, bien plus bas. Ou encore, Junot, Murat te présentent leur respect. Un baiser plus bas que le cœur est souligné 3 fois. En Égypte, quand il apprend de Junot le récit des trahisons de Joséphine, il est assommé par la douleur. Il a touché le fond. Il se venge en enlevant Pauline Fourré à l'un de ses officiers. De ce jour où il renonce à Joséphine, il tire un trait sur l'amour. Sa main n'écrira plus de ces lettres où il livrait les faiblesses et les tourments de son cœur. Les femmes pourront le trahir, il leur abandonne le terrain. Il a renoncé à ses conquêtes vaines, à ce territoire d'ombre. C'est pourquoi plus rien ne l'arrête dans son rêve. Libéré de la femme, il ne retient pas son ardeur à élargir sans cesse l'horizon. Il s'exclame. Dès lors, j'ai prévu ce que je pouvais devenir. Je voyais déjà le monde fuir sous moi, comme si j'étais emporté dans les airs. C'est comme s'il avait rompu le dernier lien qui le rattachait à des misères communes. Libéré de son cœur, aucun obstacle ne s'interpose entre lui et son étoile. À Sainte-Hélène, Antomarchi, qui procède à l'autopsie du corps de l'empereur, note à propos de son anatomie virile, sicut pueris, un sexe d'enfant. Certainement, Hippolyte Charles était mieux doté. Ce détail trivial, indécent, comme on en trouve dans les pièces de Shakespeare pour refroidir l'émotion, jette une lueur humaine sur la gloire. Comme si cette construction des conquêtes, ce désir convulsif, spasmodique, d'étendre son pouvoir et son être au plus profond de l'espace, de le marquer de son empreinte, n'avait été que le revers sanglant et lumineux d'une faiblesse.